Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Patrick Rohrbasser, qui est directeur général de Vim France. Patrick Rohrbasser, bonjour. Bonjour. Vous savez, c'est une tradition dans cette émission de commencer par le sujet d'actualité, le ou les sujets d'actualité récentes ou un peu plus lointaines, qui a retenu votre attention. Donc, est-ce que parmi beaucoup d'événements qui arrivent dans notre secteur, mais un peu au-delà aussi à la périphérie, est-ce qu'il y a des choses qui ont retenu votre intérêt ? Alors, j'ai consulté les informations, effectivement, mais il y a un sujet qui ressort qui est Vivatech. Je trouve que c'est un très beau succès français qui montre une énergie, une dynamique en France qui est très intéressante à observer. On a beaucoup parlé d'innovation. Les grands de ce monde, que ce soit le patron de Microsoft, de Facebook, de Uber ou autres, se sont déplacés pour pitcher durant ce Vivatech. Le président même a supporté cette initiative et cet événement. Il est président d'une Startup Nation, donc il ne pouvait pas faire autrement. Exactement. Donc voilà, mais c'est le reflet. Souvent, nous sommes un peu pessimistes par rapport à notre capacité à être représentatifs dans ces nouvelles technologies, dans l'innovation. Et en fait, je trouve que c'est une très belle vitrine, une très belle représentation et une marque comme quoi, finalement, l'innovation, la dynamique, l'informatique en France, les nouvelles technologies, tout ça est présent au cœur de la plupart des réflexions des entreprises et des industriels. Mais c'était la deuxième ou la troisième édition? Je crois que c'est la troisième édition. Troisième édition, c'est vrai que c'est assez étonnant. La mayonnaise a pris assez vite. C'est-à-dire que la première année, donc, on voulait voir, et puis rapidement, ça a été un événement de dimension internationale. C'est quand même assez intéressant. Alors, nous, on le constate tous les jours dans les discussions avec nos clients, que ce soit des clients TPE, ETI ou des grands comptes, parce qu'on travaille dans tous les segments de marché, tous les verticaux, et on constate effectivement qu'il y a énormément de sujets de réflexion, notamment pour l'innovation, dont on sait qu'elle est porteuse de développement. Donc c'est pas étonnant de voir finalement cet événement Vivatech qui grossit, qui prend de l'importance, qui intéresse beaucoup de monde et plus uniquement un microcosme, mais vraiment l'ensemble du marché français et international. Non, c'est une très belle réussite et je pense qu'on peut être fier de ça. Et on constate dans les discussions que nous avons, on voit bien cette innovation à l'échelle de chaque entreprise ou ces réflexions à l'échelle de chaque entreprise qui est reflétée et massivement dans ce salon Vivatech. Très bien. Alors on va parler un peu de Vim aussi. Il y a eu Vim On, donc la conférence mondiale qui se décline ensuite au niveau des pays, mais ça c'est un peu la conférence fédératrice Vim On qui s'est tenue à Chicago il y a quelques jours, c'est très récent. Et il y a eu un certain nombre d'annonces dont je vais vous demander de revenir dessus et nous expliquer un peu ce dont il s'agit. La première idée, c'est le concept de high availability, donc haute disponibilité des données. C'est pas nouveau, mais en tout cas, c'est une idée qui est toujours présente et qui se manifeste de manière de plus en plus pressante pour les entreprises. Et à cette idée, vous avez répondu par un concept ou une solution, une plateforme que vous appelez Vim Availability Platform. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce dont il s'agit ? On va même un peu plus loin que le high availability, on va vers l'hyper availability, donc l'hyper disponibilité. En fait, quand on demande aux entreprises les challenges qu'elles ont ou les attentes d'hyper disponibilité reviennent quand même systématiquement. L'hyper disponibilité versus la haute disponibilité ou tout simplement la disponibilité, c'est qu'aujourd'hui, dans notre monde, que ce soit dans les usages personnels ou professionnels, on ne souffre plus d'avoir quelques minutes d'interruption. Les quelques minutes conceptualiser la haute disponibilité ou la disponibilité. Maintenant, on est sur les secondes, c'est-à-dire qu'il faut que le système vive 24/7, soit always on. Alors, le always on n'est pas nouveau, mais il est tellement présent dans toutes les couches, dans tous les systèmes, dans toutes les demandes, dans toutes les attentes, qu'on ne peut plus souffrir de quelques secondes d'interruption. Il faut que massivement, mondialement, globalement, journalièrement,
tout ça soit tout le temps disponible. Donc ça, c'est l'idée. Et comment ça se traduit sur cette notion de plateforme ? La vision, c'est qu'il faut effectivement qu'on réponde à ces enjeux-là. Et la stratégie de Veeam, c'est d'être le fournisseur de référence au travers d'une plateforme, donc on appelle Veeam Availability Platform, une plateforme logicielle, puisque aujourd'hui, on est absolument convaincu que seul le logiciel peut amener l'agilité, la flexibilité, l'intelligence pour répondre à ces enjeux-là. Donc on est bien uniquement, nous, sur du logiciel, agnostique par rapport à tout système matériel, tout cloud ou autre, pour pouvoir délivrer cette capacité à répondre finalement à ces enjeux au niveau des entreprises. Donc c'est plus une stratégie que la fourniture d'une nouvelle plateforme suite à un développement que vous avez fait ces derniers temps. Alors, si on revient sur l'histoire de Veeam, je vais répondre par la positive sur ça, bien sûr que c'est une nouvelle plateforme. Si on revient sur l'origine de Veeam, Veeam au début a fourni un produit, on était plutôt monoproduit, et au fil des années, nous avons largement fait évoluer notre offre pour aujourd'hui arriver sur non plus uniquement un concept, mais une réalité, une plateforme logicielle complète, capable de délivrer un ensemble de services qui vont répondre à ces enjeux d'hyperdisponibilité. Comment ça se traduit quand on regarde ça ? C'est déjà avoir une vision sur quel est le chemin, comment est-ce qu'on doit accompagner nos clients sur la gestion intelligente des données, puisque c'est là notre capacité à faire, et c'est ce qu'on promet aux entreprises, gérer intelligemment leurs données. Donc gérer intelligemment, c'est déjà être en capacité de pouvoir les protéger, de les backuper, de s'assurer que quoi qu'il arrive, on est capable de pouvoir les restaurer dans des délais extrêmement courts. Ça, c'est l'offre d'origine de Veeam. Et au fil du temps, on l'a fait évoluer. Donc, 5 étapes dans cette évolution. Protéger, backuper, sauvegarder, restaurer, dans des délais très courts avec beaucoup d'innovation au niveau de cette étape. Deuxième étape, indispensable, être en mesure d'agréger. Les données, on en a partout. Multisources, multiformes. Donc, il est indispensable de pouvoir agréger l'ensemble de ces données et de pouvoir les traiter de manière unique. Troisième étape importante, c'est tout ce qui concerne la visibilité, la capacité à décider en toute connaissance de cause. Donc vraiment avoir des outils sur cette plateforme qui peuvent avoir une vision 360 de l'ensemble des données, des actions à faire et potentiellement des actions de remédiation sur les constats ou ce que l'on peut analyser. Quatrième étape, être en mesure d'orchestrer des processus. Donc une fois qu'on a protégé, agrégé, qu'on a la visibilité, il faut que l'on puisse orchestrer les processus pour pouvoir être plus efficace opérationnellement. Donc orchestrer un processus, c'est, je vais prendre le processus de disaster recovery, il faut pouvoir l'orchestrer, le designer, le tester et le documenter de manière automatique. Et enfin, la cinquième étape, être en mesure d'automatiser au maximum. Alors effectivement, l'automatisation, c'est un thème assez récurrent qui revient dans tout un tas de domaines. Il se trouve que j'étais à NetEvents la semaine dernière en Californie et c'est très orienté sur tout ce qui est cybersécurité. Et là aussi, l'automatisation, c'est un peu le maître mot. Alors pour arriver à cette étape d'automatisation, il faut des outils. On parle beaucoup en ce moment d'intelligence artificielle, on en injecte un peu partout. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'on va arriver à cette cinquième étape, quels sont les outils, donc est-ce que l'intelligence artificielle fait partie de ces outils, et puis la question ultime, évidemment, à laquelle vous ne pouvez pas échapper, c'est est-ce que tout ça, ce sont des outils d'aide aux personnes qui font les choses, ou est-ce que c'est des outils qui vont à terme remplacer les personnes qui faisaient ça? Une bonne question, effectivement, on répondra à la fin là-dessus, mais oui, dans l'étape d'automatisation, alors c'est pas un concept, c'est pas quelque chose qui va arriver d'ici quelques années, on a déjà travaillé dessus et on a déjà des fonctionnalités existantes. La première des choses, c'est d'avoir une plateforme qui soit ouverte. Donc automatiser, c'est être en mesure de dialoguer avec l'écosystème qu'il y a autour, au travers des API. On entend le terme API first, mais ça, on ne peut pas y échapper non plus. Donc, si on n'est pas ouvert, ça va être compliqué de pouvoir aller à l'étape ultime de l'automatisation, qui est finalement la machine est capable elle-même de décider ce qu'elle a à faire. C'est ça l'étape ultime de l'automatisation, avec de l'intelligence dedans, et en première étape, avec déjà les étapes de machine learning, c'est-à-dire la machine apprend. De cet apprentissage, elle est capable derrière de prendre des dispositions, d'agir, et demain, sur l'intelligence qu'on injectera dans cette plateforme, elle sera capable d'aller beaucoup plus loin et d'être extrêmement proactive dans les actions menées.
Donc, effectivement, ça existe déjà. On a déjà des API qui dialoguent avec énormément de systèmes, les systèmes de stockage, les systèmes de collecte de données, les systèmes d'analyse de données, les systèmes de portail, par exemple, de provisioning. Donc, ça, c'est quelque chose qui a existé quasiment au début de l'offre et qu'on a fait énormément évoluer pour pouvoir être en mesure de dialoguer avec de plus en plus de systèmes. Donc, je vais donner un exemple. Dans la sécurité, on était auparavant très policy-based, à savoir il fallait que l'on sécurise de manière déterminée. On savait que l'ennemi venait de telle direction, qu'il allait passer par là, et que donc on allait se prémunir de ça en mettant une barrière à ce niveau. Maintenant, on sait que ça va arriver. Et donc il faut être en mesure de réagir avant que ça arrive. Au travers de dispositions où on va analyser, on va déterminer que le comportement est inhabituel. Il se passe des choses. Il se passe des choses sur le réseau, il se passe des choses dans tel système cloud. Basé là-dessus, il faut que la machine puisse réagir automatiquement. C'est ça l'enjeu de la plateforme logicielle de Veeam, c'est de se dire, je constate que j'ai une activité réseau qui est anormale, je constate une activité applicative anormale, je vais donc prendre des snapshots de tel ou tel système critique, et automatiquement les mettre dans tel système qui va protéger de manière indépendante sans que j'ai de risque que je puisse perdre ces données-là. Ça, c'est l'étape ultime de l'automatisation que l'on est en train d'enrichir, de développer pour arriver à ce niveau-là d'intelligence et d'automatisation et de Alors, sur le dernier point, est-ce que c'est finalement aider les gens qui font ça ou les remplacer? Est-ce que votre opinion, c'est quoi là-dessus? Plutôt l'aider, bien entendu, plutôt aider, remplacer... évoluer, je dirais, parce que c'est la théorie de Schumpeter. On évolue, et donc il y a forcément des fonctions qui, à un moment donné, vont disparaître en tant que fonction, mais pas en tant qu'individu. C'est le rôle des organisations de faire évoluer ces individus par rapport aux compétences ou aux enjeux. Donc, non, je ne pense pas que la machine, à terme, remplacera des individus, mais plutôt des fonctions. Et par contre, on aidera largement à faire les choses de la meilleure manière possible. Ça, c'est sûr. Alors, autre point un petit peu plus polémique, depuis cette conférence, la Veeam, votre patron, Peter McKay, a fait des déclarations à un de nos confrères en disant que, en gros, il allait prendre des parts de marché à vos grands concurrents. Donc, il citait Commvault, Veritas et quelques autres. Et suite à ça, donc il y a une des personnes visées à réagir en disant oui, mais bon, Veeam, ils sont très forts dans tout ce qui est PME et mid-market, mais ils ne sont pas encore présents sur les grandes entreprises. Sans rentrer dans cette polémique un peu stérile, mais je pense que l'idée, c'est de dire, effectivement, votre présence jusqu'à présent, c'était plutôt sur les PME, le mid-market. Comment vous allez faire pour finalement étoffer votre présence au niveau des grandes entreprises? Alors c'est intéressant, effectivement, ça fait 10 ans qu'on prend des parts de marché à nos concurrents, donc ça c'est juste une réalité. Veeam est passé de 0 à 827 millions de dollars en 10 ans. On a un objectif de 2,2 milliards de dollars en 2022, donc on est sur un trend de croissance qui, au vu de la croissance naturelle du marché, fait qu'on va aller prendre des nouveaux marchés, mais aussi des parts à la concurrence. Juste une remarque, 2,2 2022, c'est pour la beauté des chiffres? C'est peut-être pour la beauté des chiffres, mais quand on le regarde, ça fait plus de 20% de croissance chaque année. Ce qu'on fait aujourd'hui, puisque l'année dernière, on a fait 36% de croissance. Donc, effectivement, on vient d'un marché à l'origine, il y a 10 ans, qui était très SMB ou mid-market, mais c'est là où nos concurrents ne regardent pas les chiffres ou ce que l'on fait en détail, parce que Veeam est présent dans 75% des Fortune 500. Donc on est déjà présent dans les grands comptes. On a des grands noms en France, on a des grands noms dans le monde. Alors, on n'a peut-être pas tous les grands noms, et bien heureusement, ça nous permet d'envisager un avenir encore plus radieux et de la conquête. Mais c'est très intéressant aujourd'hui d'aller sur ce marché-là. On va continuer de plus en plus à travailler avec les grands comptes. En France, on est présent dans 38 des 40 grands comptes du CAC 40. Alors, on n'est pas présent partout massivement, loin de là, mais on est présent partout. Et quand on connaît bien les marchés de Commvault en Europe ou Veritas ou autres, on voit bien aujourd'hui que, et d'ailleurs c'est une réaction intéressante, ça veut dire qu'ils ne nous voient pas sur ces marchés-là, ce qui est un petit peu dommage, qu'on y est déjà en fait. Donc ça veut dire que vous avez déjà mis les graines qu'il faut pour pouvoir se développer sur ces grandes Partout, entreprises. parce qu'aujourd'hui,
On est allé beaucoup plus vite que nos concurrents sur un sujet qui était majeur il y a 10 ans et qui est juste aujourd'hui un minimum nécessaire pour aller dans le cloud, c'est la virtualisation. C'est-à-dire que les Veritas, les Commvault, les Avamar sont arrivés très tard là-dessus. Ils ont vu très tard que la virtualisation était un marché formidable. Ça, c'est presque l'avantage d'être arrivé un peu plus tard que les autres. Exactement. Et d'où d'ailleurs, toujours être dans l'humilité, parce que on a toujours un quelqu'un d'autre pourrait venir et être encore sur la vague, la dernière vague. Voilà. Et je crois que ça, c'est le grand apprentissage. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais penser qu'on sera toujours devant. Il faut toujours regarder derrière. Hein. Très bien. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est toujours à cette VimOn, la conférence VimOn à Chicago. Vous avez fait une annonce que vous appelez Data Labs. C'est donc une plateforme pour tout ce qui est DevOps, DevTest, DevSecOps. Donc c'est des quasi-acronymes un peu compliqués, mais enfin l'idée DevOps, tout le monde connaît. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Alors, Data Labs, c'est toujours dans la stratégie d'améliorer notre plateforme logicielle. Hein. C'est un composant de la plateforme logicielle. Hein. Data Labs a été fait à partir de fonctionnalités qui existaient déjà dans notre plateforme, Sure Replica, Sure Backup, Sandbox et autres. Hein. Donc, c'est véritablement la capacité que l'on a déjà à mettre dans une bulle des systèmes que l'on a protégés, backupés, sauvegardés. On les met dans une bulle à disposition des métiers, des utilisateurs, des architectes et autres, de façon à ce qu'ils puissent faire des tests, qu'ils puissent aller beaucoup plus vite sur les tests de déploiement, sur le support, sur tel ou tel environnement, qui est un environnement qui aura été sauvegardé dans la minute précédente ou dans l'heure précédente. Et sans impacter ni la production, tout en fiabilisant le résultat que l'on peut avoir. Donc c'est juste énorme, quoi. On est les seuls à faire ça sur le marché, hein, et on est persuadé qu'au travers de ça, notamment par l'innovation, que l'on continuera à se déployer et à se développer à la vitesse que l'on est aujourd'hui. Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet et je pense qu'on se reverra avant 2022 et les 2,2 milliards de dollars. Merci beaucoup. Patrick Ohrwasser, merci. Merci.